Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir une fois de plus ce dimanche 30 avril en vos maisons. Je vous représente les analystes que vous connaissez qui animent RDC Horizon 2023 pour l'année électorale en République démocratique du Congo. À ma droite, nous avons Baudouin Ambaweti de congoindépendant.com. Baudouin, bonjour. Bonjour Patrick Hugo. Comment allez-vous ce jour? Je vais très bien. Très bien. Merci. Parfait. À ma gauche, nous avons Cornelis Nlandou, d'Agence congolaise de presse, directeur de Onesha Africa. Cornelis, bonjour. Bonjour Patrick. Comment vous portez-vous? Écoutez, très bien. Très bien. bien en tout cas. Surtout avec ce long week-end. Et enfin, Pasteur Bobo Koyamba de MPB TV. Pasteur Bobo, bonjour. Bonjour Patrick. Vous avez l'air fatigué? Non, ça va. Moi, fatigué, non, c'est les Congos qui est fatigué, mais on va essayer de faire quelque chose pour les relever. Merci beaucoup. Nous remercions évidemment l'équipe technique, les héros dans l'ombre qui nous aident à vous servir au mieux de nos capacités. En ce dimanche 30 avril, nous avons retenu pour vous quelques sujets assez intéressants selon notre humble avis. D'abord, nous vous parlerons de la CENI et les journées portes ouvertes qui ont été organisées par cette institution d'appui à la démocratisation ou à la démocratie, lapsus révélateur pour ce qui va suivre. Nous vous parlerons aussi de la démission du chef d'état-major des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ensuite, nous évoquerons la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Et comme vous le savez, nous allons sur la deuxième année du gouvernement de Jean-Michel Sama. Et nous vous parlerons également de la démocratisation, d'où le lapsus de tout à l'heure, car un certain 24 avril 1990, le maréchal Mobutu avait annoncé la démocratisation de la République. Avant toute chose, comme selon nos habitudes qui nous sont chères maintenant, nous allons évoquer quelques points d'actualité. Je commencerai par Baudouin qui est à ma droite. Avez-vous quelques sujets d'actualité à nous partager avant que nous nous jetions dans le bain? Oui, moi, le sujet qui a retenu mon attention, c'est l'incendie qui a eu lieu au lycée Mwanga, à Kolwezi. C'est vrai qu'après, on a vu des véhicules anti-incendie venir éteindre le feu, mais ce qu'on constate, c'est que le pouvoir public n'accorde pas assez d'attention à tout ce qui est, je dirais, défense civile. Les ambulances, les véhicules anti-incendie, les services d'urgence dans les hôpitaux, tout ça, ce n'est pas performant. C'est vraiment à l'image de la conception que nous avons de l'État. C'est-à-dire on oublie que l'État est avant tout social. Et on a vu des images dramatiques des jeunes filles qui sautaient de la toiture. Il y en a qui ont eu des fractures, tout ça. Pour fuir l'incendie. Oui. Et curieusement, Kolwezi, aujourd'hui c'est la capitale du cobalt. Non, c'est assez paradoxal. C'est ça que je voulais dire. Il est temps que nos dirigeants, comment dire, sachent que gouverner, c'est avant tout répondre aux attentes de la population. Après, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. On doit tout prévoir. Vous avez un autre point qui... Non, ce n'était que ça. Et au passage, je signale qu'en Belgique, le pouvoir s'appelle le service public des finances, service public de l'intérieur. Voilà. On est au service de la population. Cornelis,
quelques points d'actualité à nous partager, 2 au maximum. Oui, il y a un seul point Suffira. d'actualité que j'ai, oui. Mais avant de le développer, je voudrais un peu apporter une précision, un complément d'information sur ce que... Sur cet incendie? Baudouin, sur l'incendie du lycée Mwanga, c'est qu'il y a eu plusieurs blessés, évidemment. Les jeunes filles qui sautaient du toit, du premier niveau, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, le seul décès qui est déploré, c'est celui d'une jeune fille de 6e année primaire qui a sauté et qui a eu une fracture du bassin. Et évidemment, au niveau de l'hôpital, le cas a été jugé. Voilà. Elle est décédée de suite de cet accident-là, du saut. Oh. Alors, dans le point d'actualité, je voudrais parler des 2 arrêts de la Cour constitutionnelle et 2 rejets qui concernent Jean-Marc Kabound, qui, on le sait, a été arrêté le 10 août et acheminé à Makala. Le 10 août 2022 et acheminé à Makala. La Cour constitutionnelle a rejeté le recours formulé et ainsi... Par rapport à sa qualité de député? De député, oui. Oui. National. Et donc l'instruction va se poursuivre au niveau de la Cour de cassation. Et le 2e arrêt de la Cour constitutionnelle est également rejeté, c'est celui qui concerne les députés, comment il s'appelle encore? Augustin. Non, plutôt Mwanga Chouchou. Oui. Qui est poursuivi pour détention d'armes et participation à un mouvement insurrectionnel et également espionnage. Et donc la Cour constitutionnelle a également rejeté la demande d'exception parce qu'il est jugé par la Cour militaire et donc l'instruction va se poursuivre. Voilà un peu ce que j'avais retenu comme point d'actualité. Vous pourriez juste nous rappeler les griefs qui étaient reprochés au premier député? Oui, le premier député, Jean-Marc Kabound, il lui est reproché... outrage au chef de l'État. Pas seulement l'outrage au chef de l'État, mais également outrage aux institutions. Oui. Institutions et outrage au chef de l'État. Très bien, comme Voilà. ça, la boucle est bouclée. Voilà. Mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Complétez-vous. Cornelis, tu as dit qu'il est arrêté depuis quand? Depuis le 10 août 1922. 2022. 2022, qu'est-ce que c'est de dire? C'est ça le grand problème de notre justice. La Constitution, dans son article, si je ne me trompe pas, 16, dit la garde à vue est de 48 heures. C'est renouvelable, mais c'est 48 heures d'abord. Et lorsque il n'y a pas d'éléments probants, soit on transmet je veux l'appeler le suspect devant son juge naturel, ou on le libère. On le libère. Passer autant de mois simplement parce que c'est un homme politique, c'est quand même inquiétant pour la justice congolaise. Il faut quand même que les juges et les magistrats aient un peu de courage pour rappeler aux gouvernants quelques principes. La liberté est la règle, la détention l'exception. C'est ce que j'allais ajouter. Oui. Exact. Pasteur Bobo. Les 2 points m'intéressent, mais j'ai un point. Les 2 points, on dit état des droits, Jean-Marc Kabound, c'est comme si c'était un procès politique, pourquoi pas le libérer si on aimerait bien avoir des vrais juges au pays, des juges là qui pourront dire les droits, qui est les droits. Par rapport à l'incident qui s'est passé à Lumbashi, à Mwanga, pas Mwanga, à Mwanga. Au lycée Mwanga. Lycée Mwanga. Nous avons de 5 morts, vous dites un seul mort. Oui, un seul mort, oui. En fait, la première information a parlé de plusieurs morts, mais après vérification, il y a plutôt eu des blessés. Et d'ailleurs, la fille qui est décédée est morte le lendemain de ses blessures. Est-ce qu'il y a eu une commission d'enquête pour vérifier ça? On ne sait pas. Moi, c'est beaucoup plus l'histoire qui fait encore le buzz sur les réseaux sociaux, c'est l'affaire des bœufs de Ngombe. Des mots ou bien d'autres bœufs encore?
Les Ngombe qu'on voit au Congo Au central. Congo central, dans les territoires de Madimba. C'est ma triste, ça serait, on dit rébelote, ça s'est passé dans beaucoup de villes. Bandundu, maintenant c'est Congo central. Et nous savons que quand c'est Mboro là, où c'est Rwandais la passe, après ça crée des problèmes, après c'est des tués. Quand est-ce que nous, Congolais, nous allons prendre notre destin en main? Depuis quand les Ngombe du Rwanda se retrouvent au Bakou? Et donc c'est des éleveurs qui traversent toute la République en descendant du nord au sud pour aller où? Non, ils choisissent ça. C'est pour le pâturage. Et après ça crée des problèmes. Ils ont habité là-bas, ils vivent en aparté, ils ont leur mode de vie, et après il y a des attaques. Donc au niveau du pays, au niveau de nos dirigeants, il est temps qu'on puisse être sérieux aussi. Alors, Sinon, on va nous traiter comme des moines en l'air. On dit de moins que rien. moins que rien. Alors, Patrick, Vous avez un autre point? oui, je suis du Congo central. Hein. Ah. Je voudrais quand même apporter un complément d'information à cet état de choses avec les vaches qui sont dans le territoire de Madimba, une centaine de vaches. Et d'après le gouvernement provincial du Congo central qui a mené l'enquête, qui a enfin mené l'enquête parce qu'il y a eu beaucoup de protestations, le gouvernement provincial s'est ressaisi et s'est réuni à Madimba avant de commencer l'enquête. Et d'après le résultat des enquêtes, les Ngombe en question appartiennent à un ancien ministre, je crois, ou député, qui s'appelle Wilungula Kosma. De la région. De la région du Kivu. Il est du Bakongo? Non, du Kivu. C'est le type qui a écrit un livre notamment sur Laurent Désiré Kabila. Exactement lui. Alors, Il est Banyamulenge, Rwandais. non, Non, c'est un mouchi. il est congolais de père et de mère, pur et dur. Alors, les bœufs ne viennent pas du Kivu, mais des environs de Kwamut. Alors, il a déplacé les bœufs jusque-là. Bon, il y a jusque-là, d'après les enquêtes du gouvernement provincial, il y a des problèmes de contrat signé avec Wilungula en question, parce que le contrat a été signé avec une famille, alors que ce contrat-là devrait être signé par un groupe de familles. Est-ce que les éleveurs, là, quand on voit bœuf, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes. Les éleveurs sont des pères et des mères, ou ça peut être le propriétaire et des pères et des mères. Oui, Oui, mais les On ne éleveurs. va pas débattre sur ça, c'était juste pour mettre ça à non, mais l'attention. c'est important la question qu'il pose, hein, Oui, parce oui. que... Mais on va peut-être oui. en parler lorsqu'on mettra ça au sujet vraiment ok, au sujet ça du va. jour. Sinon, Merci ça va bien. nous prendre du temps, ça c'est Donc la ça, c'est question sûr. reste posée aux gens du Bakongo. Est-ce que ces éleveurs-là sont du. Et c'est pour ça des pères et des qu'un de mères? la région a porté Parce que un complément. moi j'ai des réponses, mais écoutez, mais comme on me dit qu'on va mettre à l'ordre du jour et l'autre jour, ok. On va avancer, juste pour compléter Baudouin ici, c'est que c'était l'article 17 concernant la liberté individuelle et garantie. La garde à vue. Et la règle, la détention, l'exception. L'exception. Quand je parlais de la garde à vue, c'est pas 16. Non. Mais voilà, on complétera Ok. tout à l'heure sans problème. Voilà que la Commission électorale nationale indépendante a organisé depuis le 25 avril des journées portes ouvertes. Et cela se terminera le 4 mai, pour permettre à avoir de l'inclusivité et de la transparence, si je ne me trompe pas dans les mots que le communiqué avait choisi pour cela. Et donc les partis politiques, la société civile, la magistrature, et les observateurs, tout le monde est invité selon le jour fixé pour visiter la Commission électorale nationale indépendante qui est toujours en train de travailler sur le fichier électoral pour enlever les doublons, etc. Alors, bon, je vais vous passer la parole d'entrée de jeu. Est-ce que journée portes ouvertes égale transparence? Bon, moi je crois que c'est une première. On n'a jamais vu ça depuis 2006 que la commission électorale
invite notamment ses détracteurs, hein, les partis politiques, pour venir voir le travail tel que se fait. Parce que maintenant, nous passons dans la phase du fichier électoral, de nettoyage du fichier, et en préparation de la loi sur la répartition des sièges et l'audit du fichier électoral. Puisque la loi sur la répartition des sièges est basée sur le corps électoral tel qu'il le sera comptabilisé. Aux dernières nouvelles, je vais peut-être du coq à l'âne, il y a l'UIF qui va envoyer une délégation. Donc l'Organisation internationale de la francophonie. Exactement. Dirigée par... Pour venir regarder, exercer son droit de regard sur le fichier électoral, tout ça. Et il y a déjà une sorte de polémique, étant donné que nous sommes en conflit avec le Rwanda. Or, la personne qui dirige l'OIF, c'est une Rwandaise, ancienne ministre des Affaires étrangères de Kagame. Vous pouvez la nommer. Madame Louise Mushikiwabo. Beaucoup d'observateurs sont réservés sur l'impartialité de l'OIF. Donc on voudrait même, comment dire, rejeter la venue de la délégation de l'OIF. Est-ce que la délégation n'est composée que de Rwandais? Non, ce n'est pas composé de Rwandais, mais en fait l'attitude prise par le président Kagame ces derniers temps montre que l'homme a intérêt de, comment dire, d'interférer sur les résultats des élections dans notre pays. Quand un chef d'État étranger se permet de dire que tel président n'avait même pas gagné les élections, mais apparemment cet homme croit que celui qui est le faiseur de roi depuis les autres là... Et le lien avec l'OIF, puisque... Mais Madame Mushikiwabo... c'est quand même l'administration qui va regarder le fichier électoral, ça ne sera pas la chef de l'administration. Je vais vous citer une anecdote reprise par Madame Michael Arong dans son livre à propos de Mushikiwabo. Lorsque Patrick Karegeya, l'ancien patron de contre-espionnage, a été abattu à Johannesburg, Michael Arong a appelé Mushikiwabo, qui était ministre des Affaires étrangères. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de l'assassinat? Il dit, ah, écoutez, quand on est traître, ça pardonne pas. Elle l'a même répété sur BBC en disant que c'est comme ça qu'on traite les chiens, etc. Voilà, donc c'est pour dire que Mushikiwabo égale Kagame, Kagame égale Mushikiwabo. Alors, je vais passer la parole à Cornélise pour voir un peu de votre côté ces journées portes ouvertes. Est-ce que ça va apporter un peu plus d'assurance ou assurer de la transparence du fonctionnement de la CENI? Oh oui, ma réponse est catégorique, pas du tout. Ces journées portes ouvertes ne vont rien changer à la situation, à la transparence, ainsi de suite, et à la confiance. Mais c'est une première, disait Baudouin. Oui, exact, j'allais rebondir sur ça. Justement, c'est une première, c'est une initiative à louer. Il faut féliciter le président de la CENI, Denis Kadima, d'avoir initié cette procédure de journée porte ouverte, mais simplement les parties prenantes. Évidemment, cette journée porte ouverte concerne les parties prenantes. Hein. C'est ça. Les partis politiques du pouvoir, de l'opposition, ainsi de suite. Les observateurs, les institutions. Et vous allez remarquer qu'autour du processus électoral, vous allez remarquer que les partis de l'opposition sont un peu réticents. Et les partis au pouvoir ne sont jamais réticents. Ça indique quelque chose. Hein. On se souviendra du président passé qui avait dit aux autres s'ils ne sont pas intéressés, ils voilà, vont rester dehors, lui continue. Oui. Donc en fait, ça dit quelque chose. Cette CENI est plus proche du pouvoir qu'indépendante. Et si c'était le ministère de l'Intérieur qui s'occupait de tout ce qui était électoral, comme ça se fait sous d'autres cieux, par exemple ici en Belgique,
Ça changerait quelque chose? Ça changerait rien. On ne dira pas que c'est aussi quand même lié au pouvoir? Ça ne changerait rien du tout parce que le ministère de l'Intérieur, c'est un peu comme si vous allez en France, il n'y a pas de ministre de l'Information. Parce que l'information est supposée être neutre. Chez nous, il y a toujours un ministre de l'Information, même si on change de nom, on le nomme ministre de la Communication, parce que c'est le porte-parole du pouvoir. Mais en ce qui concerne les journées portes ouvertes, ça n'a rien à voir avec la transparence, mais c'est un effort que Kadima fait pour que toutes les parties prenantes soient d'accord avec le processus. Mais que demandent les autres, c'est-à-dire la société civile, les partis d'opposition? C'est qu'ils soient partie prenante au processus, pas partie prenante au rapport du processus. Mais la société civile participe dans l'organisation, dans le bureau politique et tout ça. Il y a une répartition entre le pouvoir et l'opposition. Pasteur, n'est-ce pas le cas? Vous pensez que il n'y a pas assez de transparence, même si les gens peuvent visiter les bureaux et regarder? Est-ce qu'ils ont vraiment un droit de regard sur le processus, comme le dit Cornelis ici? Comment ça va se dérouler, etc. Vérifier là où il peut y avoir des dysfonctionnements? Je suis pas d'accord avec Cornelis et puis avec beaucoup d'acteurs politiques africains. Parce que quand on prend les États-Unis, 2024, ça sera Bush 24 ou 25, je ne sais pas. Bush Trump, Bush Biden. Qui va organiser ça? Trump-Biden. Trump-Biden. Peut-être que vous nous signalez qu'il y a un Bush qui va revenir, mais on ne sait jamais. Non, Trump-Biden. Il y a même un Kennedy. Qui est déjà annoncé, mais qui va organiser ces élections? C'est le pouvoir, non? Normalement, c'est le pouvoir qui le fait. En France, c'est le pouvoir. Qui a organisé la réélection de Macron? C'est le pouvoir. Pourquoi en Afrique, on veut nous faire croire que il faut que c'est le pouvoir qui organise? Quand est-ce que c'est l'État qui organise? Partout dans le monde. Voilà. Mais il faut que cet État ne soit pas, qu'il n'y ait pas d'interférence. Non, partout dans le monde, c'est l'État qui organise. C'est depuis la boule avec Mitterrand qui est venu avec ses trucs de démocratisation, tout ça. On va en parler d'ailleurs. Ça perturbe l'Afrique pour rien. Mais je voulais un peu... Tu peux aussi organiser les élections et perdre. Oui, mais je voulais, je voulais un peu ajouter quelque chose. Hein, c'est qu'il n'y a pas de comparaison entre la RDC, les élections en RDC et les élections en France, par exemple. On ne peut pas comparer l'incomparable. Parce que c'est vrai que c'est le pouvoir qui organise, ou l'État qui organise. Mais il faut, mais il faut dire qu'en RDC, par exemple, nous acceptons les observateurs. Pourquoi? Parce que nous savons que nous n'avons pas encore le degré de probité requis. Selon l'esprit européen, non, selon eux. Mais laisse-moi terminer quand même. Hein. Pas selon eux, même selon nous-mêmes. Nous avons eu des élections en 2006, nous avons eu des élections en 2011, en 2018. Vous savez ce qui est arrivé, vous le savez. Donc, ce n'est pas selon les étrangers, même selon nous-mêmes. Nous connaissons l'état de nos processus. Ça risque de revenir les débats entre Macron et... Non, pas question de... Baudouin, si vous avez un élément à ajouter sur ce débat qui semble houleux déjà sur la question de savoir... Il faut dire que jusque 1984, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections chez nous. En 1984, on a eu le septennat du social. Ce n'est qu'après la guerre que les belligérants, ne se faisant pas confiance avec le gouvernement qui était à Kinshasa, ils ont dit il nous faut une institution neutre, soi-disant, pour que personne ne soit désavantagé. C'est comme ça que nous avons la fameuse commission électorale soi-disant indépendante. Mais je voudrais ajouter une chose. Nous faisons appel aux observateurs. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes un pays qui tend la main pour manger. Parce que qui sont ces observateurs? Généralement, c'est l'Union européenne. C'est vrai qu'il y a la société civile qui peut, mais ceux qui nous font peur, surtout, c'est les donateurs de l'Union européenne, et peut-être les centres Carter, tout ça. Quand eux, ils disent qu'il s'est passé de manière normale, c'est fini. Donc, c'est une question de financement, selon vous? Mais oui, nous sommes influencés. Moi, je poserai une question à Cornelis et à tous ceux qui nous regardent.
si ce n'est pas le pouvoir qui organise des élections, qui peut organiser des élections à la place en Afrique et que les autres vont lui donner, et que je précise, et que les autres vont lui donner confiance, ça sera toujours comme ça. Les autres, c'est donc les partis politiques. L'opposition, voilà. Et la question, par rapport à Moussouki Abo, moi je ne sais pas pourquoi le Congo joue les jeux, ou hésite, ou ne parle pas. Pour moi, l'OIF ne peut pas contrôler nos élections. Il faut Mais ce sont des partenaires. Je vais répondre. On va laisser Cornelis répondre. Ah, vous avez Attends, parce que terminé. vous avez pris 2 points. L'OIF ne peut pas contrôler nos élections, il a quand même derrière. C'est clair. Les élections passées, l'OIF n'avait pas le même exercice. C'était un contexte comme Moussouki Abo est là. Il faut être clair. Non et non. Il faut faire pression à la France. Cornelis? Oui, une question m'a été posée de savoir si c'est le pouvoir qui doit nécessairement, si ce n'est pas le pouvoir qui doit nécessairement organiser les élections. Non. La personne qui va arriver là, c'est oui. les autres vont demain. Oui. Allez-y. Mais ma réponse est que, Pasteur Bobo, nos élections ici ne sont pas organisées par le pouvoir. C'est organisé par une institution indépendante qu'on appelle CENI. Qui vous appelle le pouvoir? Non, je ne l'appelle pas pouvoir. Je dis ceci. Qui les autres appellent pour pouvoir. Non, les élections sont organisées par la CENI, qui est une commission électorale indépendante. Donc, indépendante du pouvoir et de l'opposition. Seulement, malheureusement, cette indépendance n'est pas indépendante. C'est ce que nous disons. Proposer un modèle? Voilà. Non, c'est pas moi qui veux proposer un modèle, c'est simplement... Un problème d'argent. Oui, voilà. C'est pas moi, mais moi je le sais qu'elle n'est pas indépendante, tu le sais aussi, parce que tu as également assisté aux élections de 2006, oui, de 2011, de 2018, qui étaient organisées par la CENI. Donc, risque de rétrograder. On ne se donne pas confiance, personne ne va donner confiance à quelqu'un, et tout ça sera... Tu passes, tu vas tricher. Ça en dit long sur les échéances. Ça freine le développement de l'Afrique. Oui, exact, oui, malheureusement. Voilà. On tourne en rond. On tourne en rond. Voilà. La CENI organise des journées portes ouvertes. L'unanimité, c'est qu'on salue l'action, mais le résultat attendu, est-ce que ça sera transparence et inclusion? Ça, nous allons le voir dans les prochains jours et dans les prochains mois, très certainement. Je rappelle que nous sommes à 234 jours des élections prévues le 20 décembre de cette année. Après quelques sorties assez médiatisées et qualifiées par d'aucuns de sorties politiques, il y a le chef d'état-major des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est qui a remis sa démission, le général Nyanka. Le pouvoir, l'État congolais le surveillait, semble-t-il, il se sentait intimidé, mal à l'aise, et voilà qu'il remet sa démission. Qu'est-ce que cela vous inspire, Baudouin? Vous savez, chaque fois que je suivais les sorties médiatiques de ce général, je me demandais quand est-ce qu'on va lui retirer le visa de séjour, si j'ose dire. Comme vous avez déjà dit, il prenait trop de positions politiques. Il a été le premier à déclarer que l'armée kenyane n'est pas ici pour combattre... Pour rappel, il est des forces kenyanes, oui, dans la force régionale. Oui, nous sommes ici comme une force d'interposition, etc. Et puis quand on dit il faut que le M23 rentre d'où il venait à Sabinho, il dit mais est-ce que toutes les infrastructures sont en place pour les accueillir, tout ça? Est-ce que cette remarque était injustifiée? Y a-t-il le cantonnement préparé pour accueillir? C'est son rôle de le dire. Puisque le processus est de les cantonner quelque part. Non. Il ne peut pas les cantonner là, il n'y a pas de cantonnement. Il venait de là. Il venait de là. On n'a fait que les renvoyer d'où il venait. Mais le fait que le général joue le rôle de l'avocat du M23, c'est comme ça que beaucoup de gens ont dit, beaucoup d'observateurs, qu'il est complaisant vis-à-vis du M23. Et puis,
j'ajoute, il y a le ministre kenyan des Affaires étrangères, si ma mémoire est bonne, il s'appelle Alfred Mutua. Il déclare, voilà, notre armée sera ici jusqu'à ce qu'il y ait un accord à l'amiable. Mais ça c'est grave. C'est une atteinte à la souveraineté d'un État. Il répondait peut-être à une question d'un de vos confrères. Non, il a déclaré ça même au secrétaire d'État américain, que l'armée kenyaine sera là jusqu'à ce qu'il y ait un accord amiable, à l'amiable, c'est-à-dire conformément à l'accord de Nairobi et de Rwanda. Mais moi je dis, ça sont des dérapages. J'espère que demain on apprendra que ce ministre des Affaires étrangères a démissionné parce que moi, je suis ministre des Affaires étrangères. Cet homme sera personne non grata chez nous. Corbelis, dites-moi un peu. La République démocratique du Congo s'offusque de beaucoup de choses. Mais n'a pas d'armée, n'a pas les moyens de réduire le M23, de réduire les 100 autres groupes rebelles qui pullulent dans la région de l'Est et ailleurs. Mais réclame, revendique beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de décalage entre ce que l'on veut et ce que l'on peut obtenir? Non, le décalage, il ne faut même pas en parler parce que c'est dans toutes les décisions concernant la situation de l'Est qu'il y a décalage. Que ce soit les accords signés, que ce soit l'appel aux troupes de l'EAC, nous l'avons dit ici, cet appel de ces troupes-là n'a pas été discuté dans les instances compétentes, dont la direction des affaires étrangères qui s'occupe des organisations internationales, que ce soit au Parlement, ainsi de suite. Moi, quand je vois le gars ici, comment il s'appelle encore, le général Nyaga, Jeff, je crois. Démissionné. Jeff. Oui, mais 48 heures auparavant, le même général avait déclaré à l'intention de ceux qui sont encore naïfs qu'il allait mourir pour le Congo. Vous en rendez compte? Et curieusement, les Congolais, il y a des Congolais proches du pouvoir qui ont fait la publicité de cette déclaration-là du président, du général Nyaga. Mais c'est assez symptomatique de l'état d'esprit des Congolais vis-à-vis de cette problématique de la guerre de l'Est. Je dis symptomatique. Je voudrais reprendre les déclarations d'un dignitaire du Kivu qui s'appelle encore Congo. Un dignitaire du Kivu. Le nom va revenir. Le nom reviendra certainement. Qui dit que cette histoire de l'Est, si les Congolais ne font pas attention, d'ici 5-10 ans, oublions le pays. Le pays est parti. Et c'est important de le souligner parce que nous allons parler par exemple de la sortie de l'Union sacrée. Mais Kinshasa fait comme si le problème de l'Est ne le concernait pas. Parce que déjà, quand les forces de l'EAC ou les troupes kenyanes arrivent, nous savions que ces troupes kenyanes, et d'ailleurs ce n'est pas nous qui le disons, c'est le président de la République, de la République démocratique du Congo qui le dit. Quand les troupes kenyanes arrivent, nous savons qu'ils vont entrer par Bunagana et commencer à taper sur le M23. Nous nous souvenons tous de la déclaration de Félix Tshisekedi, le président. Alors, les troupes kenyanes arrivent, déclarent déjà qu'elles viennent pour l'interposition. Ils l'ont déclaré dès le début. Nous l'avons entendu. Et avec les déclarations du ministre kenyan des Affaires étrangères, c'était lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Alors, quand ils déclarent qu'ils ne vont partir que lorsqu'il y aura un accord à l'amiable, et notre ministre des Affaires étrangères, Lutundula, a réagi pour dire, écoutez, les forces kenyanes qui viennent au Congo comme force d'interposition, c'est contre les accords signés.
Moi, je crois que c'est une méconnaissance de ces accords-là. À aucun endroit, on dit que ces forces-là vont combattre. Moi, j'ai C'est pas pour encore vu aider cet plutôt, accord. hein. C'est ça que j'allais dire, on avait promis de lire ces accords et d'en discuter en lisant alinéa après alinéa. Oui, c'est ça, oui. Mais je vous laisse finir et je vais rebondir avec le pasteur Bobo. Oui, non, je voulais dire que tout ceci est symptomatique de comment nous regardons les événements de l'Est. Parce que moi, si j'étais ministre des Affaires étrangères, je suis un peu simpliste, hein, je ne voudrais pas aller au-dessus. Si j'étais ministre des Affaires étrangères, avec tout ce... Parce que même le président Félix Tshisekedi s'était déjà emporté à l'Est face à ce général, au même général. Moi, si j'étais aux Affaires étrangères, ou si j'étais au Parlement, j'aurais carrément, et d'ailleurs les parlementaires ont parlé comme moi, je proposerais carrément de rompre les accords avec l'EAC parce qu'il n'y a aucune... C'est à ce moment-là que je voulais justement passer la parole à Pasteur Bobo, puisque depuis beaucoup de nos émissions ici, vous nous rappelez tout le temps, et vous vous rappelez au pouvoir, mais il faut quitter l'EAC. Est-ce vraiment un élément symptomatique de plus avec les propos de Général Niaga et sa démission aujourd'hui? De plus en plus, on a la conviction qu'on a été piégé et qu'on ne peut plus sortir de nous-mêmes. C'est difficile de... Nous, on croit que c'est facile de quitter l'EAC. C'est comme si Kagame avait bien préparé son... Parce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce que ça a été discuté avec les équipes compétentes pour signer d'abord cet accord et maintenant pour s'en sortir qu'on nous montre les textes, le traité, qu'est-ce qui a été signé, parce que c'est expliqué, aujourd'hui clairement c'est expliqué de deux façons. Les autres pays pensent autre chose, le Congo pense autre chose. Donc on peut quitter. Est-ce que, moi la question que je pose aujourd'hui, c'est que le Congo peut quitter. J'ai des doutes que c'est comme si le Congo ne peut pas quitter. Oui, c'est dans tous les contrats, Pasteur Bobo. Mais comme on ne voit pas les contrats, on n'a pas vu ces contrats. On peut rompre le contrat quand... Parce que les conditions pour quitter sont là. Oui, possible. Mais pourquoi les Congolais ne quittent pas? Oui, mais je voudrais ajouter, Baudouin Amba nous avait rappelé ici d'ailleurs que la RDC n'a pas été piégée dans cette histoire de l'EAC. C'est plutôt, Baudouin nous a rappelé, c'est plutôt le président Félix Tshisekedi qui s'est pratiquement agenouillé devant Kagame. J'exagère. Hein? C'est un peu exagéré. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, Kagame était président en exercice de l'EAC. Et Félix Tshisekedi a demandé avec insistance que Kagame puisse intercéder. Bon, ça c'est un peu exagéré. Mais Connais le reconnaît qu'il exagère. Les conseillers de c'est pas une histoire de conseillers. Il y a des organisations. Les BCL, c'est des pro-rwandais. Non, il y a des institutions qui on sont voit là. C'est un projet pro-Kagame et pro-Rwanda. Non, mais c'est ce que Pasteur Bobo dit. Oui, c'est vrai. Tu sais que dit piégé, mais pas la RDC. Cette lettre, vous l'aviez lue? J'ai lu la lettre, malheureusement, je ne l'ai pas lu. Non, c'est faux. Est-ce que vous sentez vraiment la patte du chef de l'État dans le phrasé? Oui, mais il n'a jamais contesté. Oui, la lettre a été publiée. Oui, donc ça n'a pas été inspiré par des conseillers, etc. C'est lui qui manifestait son souhait le plus ardent de vraiment participer. Il faut noter d'abord que c'était à l'époque où Kagame était président d'exercice de l'EAC. Et Félix Tshisekedi... Et pratiquement une temporée non suspecte. On n'avait pas encore de grands problèmes avec le Rwanda. Le peuple, oui, mais pas les dirigeants. Le Congo entre quand Kagame est président. En exercice. De l'EAC. Oui. Et à la demande de Félix. Félix a ajouté que c'est dans un souci sécuritaire qu'il a fait adhérer notre pays dans l'EAC. Donc il espérait que en allant là-bas, le Rwanda ne se comportera plus comme dans un souci sécuritaire. Entrer dans une organisation régionale économique pour des raisons sécuritaires. Ok. En tout cas, il a dit. On peut chercher la déclaration. Oui, mais j'ajouterais, Baudouin, que lorsque nous entrons dans l'EAC, le président de la République a effectué une mission au Kenya. Et
pour la signature. Hein. Et au cours de cette mission, il a reçu la communauté congolaise du Kenya. Il a expliqué pourquoi nous entrons. Mais c'est, à part les raisons sécuritaires, il y a des raisons que les populations de l'Est pourront accéder à un marché important. Mais c'est là que je rejoins le pasteur Bobo. Nous sommes piégés parce que au niveau de la sécurité, et aujourd'hui, à Kinshasa, on le dit, c'est Bitakwira, le dignitaire de l'Est dont j'ai cherché le nom. Bitakwira dit d'ailleurs, mais Bitakwira qui a été... Il est en prison, j'espère. Non, il est en liberté. Ah bon, je vais revoir, c'est une autre histoire. Non, Bitakwira disait d'ailleurs, c'était un notable de l'Est, hein, il disait, tous ces pays de l'Est qui sont membres de l'EAC, mais quel est ce pays-là en qui la RDC peut faire confiance? C'est plutôt du côté de l'Ouest où on peut faire confiance, par exemple, au Congo-Brazza, qui malheureusement a cédé des terres au Rwanda, et donc nous devons encore en reparler, mais c'est plutôt l'Angola qui peut encore être crédible pour la sécurité du Congo. Mais tous ces pays de l'Est, et donc le problème sécuritaire, d'ailleurs Félix tu sais qu'il va tirer les conclusions lui-même après, en disant que la diplomatie n'a pas payé. Et donc le problème sécuritaire, il s'est trompé. Nous allons continuer dans notre débat, dans nos analyses, en parlant de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Pourquoi? En parlant de tout ceci, ce traité avec l'EAC, les élections qui approchent, l'interférence supposée ou réelle du président Kagame sur les futures élections en République démocratique du Congo. Voilà que le gouvernement congolais, ou disons la présidence de la République, avait, à défaut de dissoudre l'Assemblée nationale, avait requalifié ou rebattu les cartes de manière à avoir une nouvelle majorité, très artificielle, non pas issue des urnes, mais par un accord politique. Et cette union sacrée de la nation a fait sa sortie officielle tout récemment. Je crois que c'était hier, samedi 29 avril. Alors, Baudin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette sortie officielle? Ça tarde un peu. Disons que l'Union sacrée a fonctionné, le gouvernement Sam, on va en parler tout à l'heure, va sur ses 2 ans, et voilà qu'il y a l'Union sacrée qui a enfin sa charte, ça c'était déjà publié je pense, et maintenant il faut leur sortie officielle en fin de mandat. Vous savez, présidentiel. Je vais aller un peu dans tous les sens. D'abord pour dire que l'Union sacrée existe depuis 2021. Oui, depuis 2 ans, depuis que... Puisque le gouvernement Sam est issu de cette Union sacrée. Or, en tant que personne morale, il fallait qu'il y ait une charte. Des statuts. Un statut, oui. Il n'y avait rien. D'ailleurs, les gens comme les Katumbi ont claqué la porte, notamment, justement parce qu'ils ne savaient pas quel était le but, quel est le règlement d'ordre intérieur, etc., etc. On dit simplement, Union sacrée, vous rentrez ou vous restez dehors. Donc ça c'est un. Deuxièmement, je dis, j'ai suivi Jean-Pierre Bemba. Il a dit que voilà, il faut qu'on se mette ensemble pour la sécurité du pays. Enfin, je résume à ma manière. Il est dans son rôle, ministre de la Défense et partenaire de l'Union sacrée de la nation. Kamere a parlé de l'économie. Et son rôle, c'est de faire en sorte que la monnaie reprenne de la santé, etc. Mais moi, je suis resté sur ma faim dans ce sens que il n'y a pas eu un message fort pour que les gens se disent « Ah, l'Union sacrée enfin montre le chemin à suivre ». Il n'y a pas eu de message fort. Je ne sais pas... Cornelis ou Pasteur Bobo, c'est selon... Avec cette sortie officielle... Tu commences? Moi, c'est surtout le fait que nous arrivons à la fin
nous préparons, le cycle électoral s'approche. Oui. Nous arrivons à la fin du mandat des élus nationaux, à la députation, au Sénat, provincial, présidentiel. On arrive à la fin et on fait la sortie de ceux qui existaient. Il y a de nouveau un décalage, je ne sais pas. Moi, je suis très mal à l'aise avec ce qui se passe pour le moment. Non, mais Patrick Yogo, comme vous me passez la parole, je suis vraiment très mal à l'aise. Non, mais je répondais à... Je suis arrivé parfois devant les bœufs, mais on avance en reculant, je ne sais pas. On est schizophrène un peu ou qu'est-ce qui se passe? Oui, mais j'ai répondu à la question de Baudouin qui ne sait pas non plus. Quel était le message? Mais en fait, le message est là, mais vous l'avez donné. C'est-à-dire, à quelques semaines, évidemment, ça peut être 100 semaines, hein, à quelques semaines des élections. 7 mois et 20 jours. Donc 234 jours précisément. Il y a la sortie de l'Union Sacrée, c'est pas au Palais du Peuple, hein, c'est au stade, un peu comme Fali, Poupa et comme ça. Le problème qui est là, c'est la popularité. Vous avez vu qu'on a fait le plein au stade. C'est ça le message. On fait le plein pour montrer que Félix Tshisekedi est populaire, il sera élu à 90%, ainsi de suite. Et d'ailleurs, je vous ai dit ici, il n'y a pas longtemps, que déjà cette histoire de l'Union Sacrée, une parenthèse, vous savez que la sortie qui a eu lieu hier, la sortie de l'Union Sacrée s'est faite en l'absence d'un des grands initiateurs de l'Union Sacrée, qui est Jean-Marc Kabound, qui est en prison. On en parlait de lui. Et on en a parlé. Et donc, déjà, la constitution de cette Union Sacrée, où la majorité avait basculé au Parlement, je vous ai dit ici que c'était un danger pour la démocratie. Un danger pour la démocratie parce qu'aujourd'hui, nous le remarquons, Union Sacrée, hier il y a eu une sortie officielle, mais avant il y a eu des adhésions en masse, en cascade. Et c'est ça la politique du Congo. On n'adhère pas parce qu'on adore les objectifs de l'Union Sacrée, puisqu'il n'y en a pas. Ça n'a pas été défini. Et donc on adhère parce qu'il faut avoir voix au partage du pain, simplement. Je vais vous surprendre là. Je ne vais pas vous surprendre puisque vous le savez. Mais qui sont les ténors de l'Union Sacrée? Dites-nous, dites-nous. Mais il y a Mbosso, qui le président de l'Assemblée nationale, du moboutisme, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, Joseph Kabila, ainsi de suite. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse à propos de Mbosso? Oui. Ne perdez pas votre film. Non, je vais refermer très vite. Ouais. Quand on s'attaquait à Madame Mabunda, Oui. pour qu'elle tombe, Mbosso avait une affiche. Oui. On ne touche pas à notre Mabunda. Ne touchez pas à notre Mabunda. Ouais. Je vous laisse comprendre. Et voilà. Et donc, les ténors... Ça en dit long sur le personnage. Ah oui, les ténors de l'Union Sacrée, c'est ça. Il y a Mbosso qui a traversé toutes les turbulences. Toutes les couleurs politiques possibles. De Mobutu, de Joseph Kabila, et ainsi de suite. Il est là, ténor pur et dur. Hein. Et même il est président du Parlement. C'est pour cela que je disais que c'est un danger pour la démocratie. De l'Assemblée nationale. Il est président de l'Assemblée nationale, mais c'est lui qui va crier Fatime Béton. Président de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez déjà que l'institution Assemblée nationale a disparu, confondue dans l'institution présidence de la République. C'est un danger. Oui. Qu'avons-nous d'autres comme ténors? Les ténors, il y a Mende, évidemment, qui est le porte-parole, le chantre du kabylisme, qui est un des ténors du fascisme aujourd'hui. À part lui, il y a Cheo Kitundu, qui a été ministre des Affaires étrangères de Kabila, Joseph Kabila. Et père aussi. Père aussi, hein. Il y a Bouchab. Donc c'est un ministre de la République. Ah oui, le ministre de la République. Il y a Bouchab, il y a Atundu d'ailleurs qui... L'homme qui souffle aux oreilles des chefs d'État. Mais voilà. Depuis Mobutu. Atundu ne fait pas partie de tête d'affiche. Hein. Ah, qu'est-ce que tu crois? Il a adhéré. Il a adhéré. Je vous laisse chuter pour passer le parole à Pasteur Bobo. Némoin Dansemi vient d'adhérer. Tunda Yakasende, qui était ministre de la Justice, qui était pourchassé par Félix Tshisekedi pour manquement très grave là. Il a été chassé du gouvernement. Il vient d'adhérer aussi pour dire que
nous sommes à la chasse du pain quotidien et pas tellement de... Mais c'est un danger pour la démocratie parce que nous sommes en train de virer vers l'impair parti-État. J'exagère toujours. Pasteur Bobo, on en rigole, mais c'est très sérieux et c'est très grave. Je crois qu'il faudrait revenir un peu plus aux réalités des choses. Est-ce que cette union sacrée de la nation n'est pas une sorte de blanchiment ou de blanchisserie? Parce que la nouvelle majorité dont on parle ici, c'est une majorité tout à fait artificielle. Je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas des députés ce ne sont pas des suffrages qui ont créé cette majorité. C'est l'adhésion qui crée cette majorité. Et de cette fausse majorité, on nomme un premier ministre qui va sur ces 2 années. On va tout de suite venir sur lui. Pasteur Bobo, et j'insiste sur le pasteur. Est-ce que nos bergers aiment leurs brebis? Est-ce que cette classe politique est là pour diriger ce peuple ou pour le mener à sa perte? Mais ça se passe partout. Moi, je dis toujours partout, même en France, ils ont créé des groupements. À la veille des élections, quand on se prépare, il faut se préparer. Union sacrée, ça fait 2 ans, plus. Ce n'était pas à la veille des élections. Non, mais maintenant c'est avec des élections. Oui, pour les nouveaux venus pour la blanchisserie. Les sorties, c'est pour des élections. En France, on a vu Macron avec nouvelle... de la République. Nouvelle élan, nouvelle élan. Non, la République. En marche. Ah oui, pour... En marche, oui. C'est partout, hein, les démocrates se préparent, les républicains se préparent. De plus en plus, moi, je vois qu'on a 2 camps, 2 tendances. Ça me fait du bien pour les pays, même s'ils apparemment, il y a beaucoup à l'union sacrée. Mais ça ne veut rien dire, pas pour aux élections. Ils vont aller aux élections, c'est le peuple qui va trancher. Ce qui s'est passé au stade des martyrs, c'était, on dit, la démonstration des forces. Moi, j'avais titré ça dans mes actualités compliquées, comme étant sortie officielle de l'union sacrée, mais Paris à haut risque. À haut risque. À haut risque pour Tshisekedi. Parce que là, comme Corinne a dit, c'est une démonstration. Plus vous êtes majoritaire, plus vous allez gagner. Ou vous trichez, vous dites aux gens que, regardez, nous sommes populaires. On va laisser majoritaire. On va dire nous sommes populaires. Oui. C'est le mot populaire. On a rempli le stade. Voilà. Très populaire, très aimé. On a gagné. À Kinshasa. On a gagné. C'est quand même 25 autres provinces. Il y aura 2 matchs. Attendons aussi le match retour où l'opposition avec Katumbi et Fayulu et puis Matata Pognon. Et Denis Sesanga. Eux aussi, ils vont faire. Fayulu était populaire à Kinshasa. Katumbi a un peu des sous. On va voir aussi, eux aussi, ils vont faire le plein. Parce que le grand polémique est que hier au stade des martyrs, le stade était rempli le matin, mais l'après-midi c'est vide. Parce que Mbosso avait dit que nous, les politiciens, on va ouvrir le stade à 10h. Et qu'on va prendre la parole à 15h. On lui a dit non, 14h. Il dit bon, on prend la parole à 14h. Les premiers orateurs, on va parler à 14h. Mais quand eux, ils arrivent au stade, et qu'à 14h là, les gens ont quitté, pour moi, si vous dites qu'on a fait des pleurs, ça c'est tromper le monde. Parce que le stade était plein le matin, à 11h, 10h, plein, intérieur, extérieur, oui c'était plein. Mais quand la cérémonie a commencé, les stades n'étaient pas pleins. Bon, on dirait quoi? Ils ont fait plein ou ils n'ont pas fait plein? Ça c'est le débat. Donc, ça, c'est plus dur. Bon, là, vous avez encore un mot? Oui, à propos de plein. Vous savez, les sociologues ont tendance à disséquer un peu la foule. Parce que dans une foule, il y a des badauds, il y a des gens qui viennent par curiosité, et puis il y a des adeptes de celui qui parle. On ne peut pas dire que si le stade est plein, ce sont les partisans du pouvoir. Et chacun a sa motivation, pourquoi il est venu. Exact. Ah oui, parce qu'il faut qu'on relative cette histoire de plein. Bah ça dit plein. Parce que Pasteur Bobo dit à 14h, au moment où les ténors avaient des choses à dire, il n'y avait plus des gens, les adeptes n'étaient plus là. Oui, mais parce vous n'avez jamais été là. Les gens étaient, je peux dire, je risque de dire la populace.
était là depuis 8 h du matin. 6 h même, il y a une dame qui a dit. Elle est là depuis 6 h. Oui, il y a une lassitude. Donc c'est la faute des leaders, ils pouvaient anticiper. J'ai vu ça aussi avec Fali Poupa. Fali Poupa qui a joué au stade, mais il n'y a pas de vidéo où il a fait plein. Fali Poupa a fait plein. Mais quand vous voyez l'image où Fali joue, c'est vite derrière. Parce qu'ils arrivent toujours en retard. Les Mbosso et les caméras, ils pouvaient anticiper, arriver à midi. Ou à 11 h, c'était plein. Donc il n'y avait personne qui chauffait la salle, entre guillemets, en attendant la venue. Mais il fallait boire, il faisait aussi chaud. Donc les gens sont venus déjeuner et puis sont partis. Qui était là-bas, il dit qu'il faisait aussi très chaud. Très chaud, toujours. Les gens ont commencé à sortir. Donc c'est Mbosso qui pouvait anticiper. Les leaders, là, les ténors, les Bemba, les autres, ils pouvaient anticiper. Quand c'était plein, ils pouvaient débarquer. C'est comme une fête de mariage, etc. Quand tout le monde est là, alors les mariés viennent. Oui. Mais eux, ils viennent quand les autres sont partis. Oui, je voulais ajouter quand même une précision sur ce que venait de dire Bodo Amba qui a compartimenté la foule. Il a oublié d'ajouter qu'il y en a aussi. Donc il n'y a pas que les fanatiques de telle ou telle partie, les curieux, mais il y a aussi, et nous l'avons vu dans les témoignages de personnes qui étaient au stade, il y en a qui sont venus simplement pour l'argent. Quel argent? Ah, mais on leur a promis de l'argent. Ça continue cette histoire de promettre. Oui, là c'est partout, même l'opposition le fait, ça c'est. Oui, mais il y a. Oui, ça circule partout. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui sont venus pour l'argent. Je ne dis pas que le pouvoir est le seul qui donne de. Non. Il y a des gens. Je crois même la majorité, pas un groupe. Non, je dis la majorité, non, l'argent, oui. Je suis dans le raisonnement de Amba qui a compartimenté la foule pour dire qu'il y a un autre compartiment qui est celui de ceux qui viennent toucher leur père. On a vu le témoignage. Apparemment, au Congo, s'il n'y a pas d'argent, les gens ne viennent pas. Ah, mais voilà. C'est pas pour vos dire yeux qui viendront. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, Bobo. J'ai complété ce qu'il a dit. Il y a la foule. Quand elle est comme ça, vous pouvez clôturer. Et puis, il y a des gens qui sont venus pour l'argent. C'est ce que. Donc, compartiment dit. Dans vos compartiments, l'argent, c'est la majorité sur les bons gens. Mais il tue les compartiments. Donc, en fait, dans ceux qui étaient au stade, la majorité, c'était pour l'argent. Oui. Oh, mais ça, c'est grave, ça. Alors, mais nous sommes où? C'est quelles sortes de pays? Alors, passons au 4e point de ce jour. Le gouvernement Sama, issu donc de cette union sacrée de la nation, va fêter ces 2 années dans quelques jours. Un des sujets phares de ce gouvernement, qui a été nommé d'ailleurs par son chef, donc chef du gouvernement, le gouvernement des Warriors, c'était l'état de siège. Le 3 mai 2021, il y a de cela 727 jours. Je répète, il y a de cela 727 jours. 1 an, 11 mois et 27 jours, qui a l'état de siège. Nous avons discuté ici des forces régionales de l'EAC, de tous les problèmes que nous avons avec tous les groupes rebelles, avec le M23, etc. Mais tout ça, c'est sous l'état de siège qui a 727 jours. Quel bilan tirer de ce gouvernement des Warriors, Bodo Amba? Le gouvernement des Warriors. Ils ont combattu quelle guerre? Ils ont gagné quelle guerre? Ils ont massacré l'inflation, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Quel est le bilan? Même si le bilan est toujours positif et négatif. J'aime bien citer l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, qui a dit, quand vous arrivez au pouvoir, il faut cibler quelques priorités. Pas plus, 3 par exemple. Électricité, eau potable, santé, infrastructure. Vous vous accrochez sur ces priorités et puis vous gouvernez. Moi, je me pose la question, quelle était la priorité du gouvernement de Sama Lukonde? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint sur le plan social. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. On a d'ailleurs suspendu le directeur général de la SNED, soit dit en passant, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Oui. Les hôpitaux, c'est pas à la portée de tout le monde. Les infrastructures, les routes, consorts, ça pose problème.
2 ans après, je suis désolé de vous dire, c'était un échec. Cornelis, si ça vous inspire, moi je suis tiraillé entre en rire et en pleurer. Oui, mais il faut dire que d'ailleurs, quand ils arrivent, ils s'affublent du qualificatif de gouvernement de warriors. Des warriors. Et donc, c'était un gouvernement... Les guerriers en français oui, dans le texte. Oui, un gouvernement de lutte. Ils venaient parce qu'il y avait déjà dépréciation de la situation socio-économique. Et donc, ils venaient pour relever d'abord l'économie. Relever l'économie et le social suivrait. Et d'ailleurs, on a parlé d'un budget colossal de 14 ou 16 milliards. Hein. Et on a parlé de recettes faramineuses qui atterrissaient dans les caisses de l'État. Mais il y a, dans la dernière interview du ministre, l'ami de Fayou, l'ancien ami de Fayou qui a quitté le ministre, il dit, Mouzito dit dans sa dernière interview, il dit, il ne comprend pas que ce gouvernement de warriors puisse, avec toutes les recettes qu'il y a, injecter des dollars dans l'économie pour stabiliser le franc congolais. Ça, c'est un étonnement. Mais je crois que ce gouvernement de warriors est arrivé avec de bonnes intentions. Il y a effectivement eu des recettes faramineuses. D'ailleurs, le DG de la DGI le dit, la Direction générale des impôts, oui. il dit qu'il y a eu une révolution, une totale révolution par rapport au gouvernement antérieur. Il y a eu beaucoup de recettes. Et puis, le dernier point de presse du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il affirme qu'il y a eu des recettes, mais il y a eu une situation d'exception avec les M23, cette situation, la guerre qui a nécessité un surplus de dépenses, mais il a oublié, il a caché de dire qu'il y a aussi le dévergondage dans la gestion. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de projets. Il y a eu les gelous où les gens ont perçu des sous, ils ont bouffé. Et même en amont, les effets de 100 jours, il y a eu de l'argent qui a été dilapidé. Et il y a même un député qui a relevé au Parlement, je crois que c'est Tingui Pouloulou, sur un projet, donc la route du côté de l'est de Kinshasa, où il a dit que l'argent avait déjà été décaissé et détourné. Donc, en fait, on a décaissé 2 fois pour la même route. Donc, en fait, il n'y a pas de discipline dans la gestion. Et ça aussi fait que ça a aussi contribué au grand échec du gouvernement Samadou Kondé. Mais il faut préciser dans ce que dit Nicolas Kazadi que dans ces 16 milliards qui a été prévu dans le budget, les recettes sont de l'ordre de 11 milliards et tout le reste doit venir des appuis extérieurs. D'aide extérieure. Oui. Emprunt extérieur, ouais. selon. Et à un certain moment, il y a eu un problème dans le recouvrement de recettes parce que, je crois, la DGRAD, ou la Direction générale des recettes administratives et douanières, n'avait pas correctement fait son travail, et ainsi de suite. Et donc, et d'ailleurs, on le sent dans la vie quotidienne des citoyens. Il y a même quelqu'un... Pasteur Bobo, préparez-vous, puisque je vais bientôt vous passer la parole. Oui, il y a même quelqu'un qu'on a interviewé hier après la sortie de l'Union Sacrée, la sortie officielle. On lui pose la question de savoir quel était son commentaire après la sortie. Il dit, mais c'est juste pour s'amuser. Parce qu'après la sortie, après tout le tam-tam, est-ce que le dollar a baissé? Et c'était ça l'un des objectifs du gouvernement des warriors. Est-ce que vous qui vous demandiez quelles étaient les priorités, apparemment c'était aussi... Oui, les warriors, c'était ça. Donc, combattre la dépréciation de la situation socio-économique. Et donc, baisse du dollar, et d'ailleurs, ils ont
ils sont allés pêcher du poisson au Zimbabwe, le poisson qui n'est jamais arrivé à Kinshasa. Ils ont payé pour rien, sans avoir récupéré l'argent. Donc, nous, enfin... Pasteur Bobo, avant que je vous cède la parole pour vous exprimer sur ce point du gouvernement Sama, on a reconnu tout de même qu'il y a des avancées. La chaîne des dépenses et la chaîne des recettes semblent un peu plus recadrées ou resserrées, ce qui justifierait que les recettes soient un peu plus mobilisables. Maintenant, quant à ce qui est fait de ces recettes, on a l'impression que la discipline budgétaire ou l'orthodoxie économique n'est pas là. Est-ce que vous avez aussi cette impression que, et vous pourriez vous exprimer aussi sur d'autres points que vous vouliez partager, qu'on est sur le bon chemin, mais n'est pas encore satisfait, on peut mieux faire? Non, le mal du Congo, c'est qu'on politise tout, comme a dit, je crois qu'on le dit par rapport à Mbosso. Mbosso qui est président de l'Assemblée nationale, mais on le confond comme un propagandiste. Trop de mensonges, mais par rapport au budget, à l'argent. J'ai suivi récemment Noël Tchani. Là, c'est un dossier qu'il maîtrise aussi très bien. Oui, il est de la Banque mondiale, si je ne me trompe pas. De la Banque mondiale. Lui, il dit même que les 16 milliards là, c'est faux. On nous a trompé. Et sur les prévisions, là, c'est même pas 16 milliards. Tu es faux. Et je ne vois pas des calibres comme Kaza dépassé contre des Tchani. Bon, on laisse passer, mais en réalité, notre budget, ce n'est pas 16 milliards, c'est faux. Comme on dit, Tchani, ça peut être dans les 5 milliards. C'est-à-dire ce que l'on mobilise comme recette et qu'on peut dépenser au nom de l'État. On n'arrive pas à plus de 5 milliards. Tu es politisé. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un dernier mot sur le gouvernement Sama et on va aller au dernier point. Non, mais il faut... Je voulais quand même ajouter... Mais ce qui est vrai, les gouvernements dépensent beaucoup par rapport à M23, ça c'est vrai. Il y a la guerre au pays, il faut acheter des armes, il faut. À l'époque, Mobutu avait la chance, autre mœurs, à l'époque, Mobutu avait des pays qui les soutenaient, des Américains, les Français, les autres. Parce que la guerre, ça c'est beaucoup d'argent. Oh, et on voit ça en Ukraine. J'ai même vu le président de ce état-major là réclamer qu'il n'a pas été payé. Là, j'ai dit, je suis d'accord avec Tshisekedi sur ce point-là. Comment on peut le payer? Mais cet argument, on peut le rétorquer à tout le gouvernement. Est-ce que les services publics, ce pourquoi on les paye, est-ce qu'il y a des résultats? Vous vouliez ajouter un point? Oui, justement sur ce point-là, parce que il va un peu couper la parole. Mais c'est très intéressant. Si on devait payer si on pouvait payer les gens pour les résultats, ça serait intéressant. Oui, mais c'est ça, on ne paie pas les gens. C'est le personnel de l'administration publique n'est pas payé en fonction du résultat qu'on atteint. Il est payé parce qu'il est fonctionnaire. Évidemment, quand il n'a pas bien travaillé, il y a la série des sanctions qui existent. Mais je voulais dire que, comme a dit Pasteur Bobo, c'est vrai que dans ce budget-là, il y a eu beaucoup de... je ne dirais pas juste que dire mensonges. Les retouches. Il y a eu beaucoup de petits problèmes quand même. Mais quand le ministre des Finances explique, il parle des recettes. Par exemple... en 2022, où on a atteint des recettes de 11 milliards. 11 milliards de recettes, hein, mais que le budget est constitué de recettes et des apports extérieurs, qui font 11 milliards, plus les apports extérieurs qui amènent le budget à 16 milliards. Donc, il donne des preuves pour dire qu'il n'y a pas eu mensonge. C'est un budget réel. Oui, selon Tchani. Mais lui parle des faits parce que c'est lui qui est le ministre de Finances, c'est lui qui a les chiffres. Les régies financières amènent de l'argent dans le trésor public et sur base de ça, ils sont s'attaquent aux priorités. Mais s'il y a beaucoup d'argent qui rentre au pays, le peuple doit sentir quand même. Mais justement, c'est ce que l'argent, ça rentre, ça part où? Mais c'est ce que je disais. On ne le voit pas. C'est ça que je disais, je ne suis pas dans le gouvernement. Je suis juste en train d'expliquer qu'il y a eu des recettes faramineuses, puisque toutes les régies financières, ça il faut reconnaître le cours des matières premières, et puis la mobilisation des recettes, exact, etc. des GI, des GA, ainsi de suite. Mais simplement, nous avons dit ici, il y a l'orthodoxie dans la gestion. Nous avons vu qu'il y a des sorties de fonds
qui sont effectués en double. En double, par exemple, le projet du Kassai, là, où tous les fonds étaient sortis, rien, pas un seul centimètre de route construite. Et donc, c'est un problème Si vous avez un élément, et on passe au dernier point. Oui, donc je voulais terminer par là. Vous pouvez faire beaucoup de recettes, mais si vous êtes, si vous devez dépenser le tout à la fois, mais ça se remarque. Prenez par exemple les urgences. Est-ce que la RDC avait besoin de ces Jeeps Palisade qu'on a achetés aux députés? Non, pas du tout. C'est de l'argent gaspillé. On pouvait peut-être, tout ce montant que les Palisades ont coûté, injecter ça dans l'économie pour que le franc congolais soit stabilisé. On aurait pu le faire. Mais dès que vous injectez autant d'argent, et d'ailleurs la plupart des députés avaient déjà leur voiture, la plupart des députés ont vendu les palissades, et il y a eu beaucoup d'argent entre les mains, et c'est un problème économique aussi. Oui. Moi, je voudrais mettre juste un petit accent sur le projet de développement de 145 territoires. Moi, je crois que là aussi, ce sont des erreurs de choix. Parce que 145 territoires, mais le chef de l'État, sans doute, c'est une bonne idée. Parce que quand on regarde le programme du gouvernement, Développement par la base. Développement par la base, mais on aurait pu prendre quelques territoires tests pour voir comment ça va se passer, s'il y a des choses à corriger ou quoi, on fait. C'est un peu comme Mobutu avait fait. Il a découpé le Kivu en 3 provinces. Oui, Nord, Sud et Maniema. Avant les autres. C'était justement pour voir comment on peut prolonger avec d'autres provinces qui sont immenses. Mais 145 territoires, mais ça sera du saupoudrage. Voilà, c'est ça. Mais je voulais quand même expliquer un peu cette histoire des 140. Évidemment, Baudouin a totalement raison. En 2 minutes. En 2 minutes. Baudouin a totalement raison. Mais cette histoire du développement des 145 territoires ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis il y a 2 ans que le président en a parlé. Et pour lui, le développement des 145 territoires, c'était pour préparer sa réélection. Il le dit d'ailleurs dans une des interviews, il dit il va faire le rapport à la population sur le développement des 145 territoires, quitte à la population à juger si ça marchait. Mais dans l'entretemps... Là, il reste 7 mois, ça va être difficile. Rien du tout. On a parlé pour parler. Merci, Corvéis. Nous arrivons maintenant au dernier point, et si possible, on va peut-être évoquer d'autres éléments, mais un certain mardi 24 avril 1990, le président de la République d'Isaïe, M. Mobutu Sese Okonkwo Luwazabamba, Maréchal, annonçait avec beaucoup d'émotion la libéralisation des partis politiques, des syndicats, en réponse à la demande populaire sur une reconfiguration de la gestion de l'administration de l'État. Il lui était reproché, lui en tant que chef de l'État, chef du parti d'État MPR, la politisation de l'administration notamment. Et dans nos échanges aujourd'hui, j'ai entendu de ci, de là, qu'effectivement, de la bouche du pasteur Bobo par exemple, que tout ça est politisé. Du côté de Cornelis aussi, on a entendu, c'est politisé, tout ça est politisé. Finalement, après 33 ans, est-ce que Mobutu n'a pas été, quoi qu'on dise sur lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme on dit, il voyait quand même clair. Le pasteur Bobo, et je reviens encore sur un de ses propos, disait « Je vois qu'il y a maintenant 2 camps ». Et lui, il a toujours parlé d'avoir 2 partis politiques, voire 3. 33 ans après, sommes-nous en voie de démocratisation? Tendons-nous vers une bipolarité ou une tripolarité du système politique avec une sorte de pouvoir et l'opposition, et tous, on sera soit à gauche, soit à droite, soit républicain, soit démocrate?
ou on va continuer à faire une sorte de parti-État avec des unions sacrées, quelque chose de politisé, alors que le peuple, c'est ça qu'il reprochait au MPR, de politiser l'administration de l'État. J'aurais bien voulu vous raconter 2 anecdotes. Allons-y. Première anecdote, nous sommes en 1984. Je suis fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères. Kabaïdi, gouverneur de la ville de Kinshasa, décide, comment on dit encore, pour réquisitionner, voilà, réquisitionner des fonctionnaires pour travailler dans les bureaux de vote. Puisqu'il y avait élection en 1984 en République du Zaïre. Alors, moi j'étais assesseur dans un bureau à Bandai. À l'époque, il y avait un bourgmestre qui s'appelait Manda. Je ne sais pas si ça... Non, ça me dit aucun... Ah oui. Alors, les gens rentraient un à un, on avait dit 100% vert, donc quand les gens venaient, on leur tendait le bulletin vert. Celui du MPR. MPR. Le rouge, ouais. Mais à un moment donné, nous voyons une dame immense. Je ne vous dis pas que ses origines, mais nous comprenons d'où elle peut venir. Elle rentre. On lui tend le bulletin vert avec l'accent qui caractérise son origine. Bino bomoni na hôpital mama ye moki sezate. Bongo boninga ina voté vert pour na continuer comment on a passé. Pesanga ya rouge. Il y a eu un dialogue, maman. Bagobaki que ils sont surtout voté vert et il faut qu'à Matakaka il y a vert. La tête, pesanga ya. Ça devient. Il y avait des députés rouges. Il y avait rouge. Alors, le président du bureau nous regarde les assesseurs. Qu'est-ce qu'on fait? On décide. Et ça devient maintenant une polémique intéressante. Tout le monde qui était en train d'attendre avec l'oreille, on lui donne le vert et le rouge. La dame déchire le vert, elle éparpille ça, et puis elle va glisser le rouge dans l'urne. Nous sommes en 1984. 84, septennat du social. Quelque temps après, le bourgmestre arrive, M. Manda. Oh, le type avait perdu la voix quand il a vu le verre par terre, oui, on devait rapidement. Vous voulez détruire ma carrière? Vous allez voir ce que je vous ferai. Et je vous ferai. Il s'adressait à nous, à vous, les assesseurs du bureau électoral. Ça, c'est la première anecdote. Deuxième anecdote. Nous sommes en 1990. D'abord, une parenthèse que j'avais appris chez une haute personnalité. Quand il y a eu la fin de la guerre froide, parce que c'est vraiment lié à la fin de la guerre froide. Je m'excuse de... Non, c'est important, c'est bon. Puisqu'on va parler de... Quand il y a eu la fin de la guerre froide en 89, en janvier 90, le président Mobutu a fait l'échange de vœux avec le corps constitué, les Congolais, les Zaïrois. Le président a dit, je le cite plus ou moins, il dit ce qui se passe en Europe de l'Est, ça ne nous concerne pas. Nos régimes ne sont pas des régimes communistes, donc nous ne sommes pas obligés de suivre le vent de la démocratisation qui se passe en Europe de l'Est. Or, la rencontre avec le corps diplomatique devait venir 2 jours ou 3 après. Certaines personnalités, vous pouvez imaginer, ont approché le président. Ils lui ont dit non, c'est une erreur de dire que ça ne nous concerne pas. Bien au contraire. Maintenant qu'il y a toute guerre froide, vous allez voir, ces gens vont nous lâcher. Il faut qu'on anticipe pour démocratiser. Alors le président, je crois que peut-être Cornelis peut se souvenir de ça. Dans un échange de vœux avec le corps constitué, Mobutu a dit que ce qui se passe à l'Est, en Europe de l'Est, ne nous concerne pas. Exact. Parce que nous n'avons pas de régime communiste. Et puis, dans un second temps, avec le corps diplomatique, il annonce qu'il va effectuer une tournée pour consulter la population et pour voir avec eux comment ils évaluent le fonctionnement des institutions. C'est clair pour vous dire que le président Mobutu n'était pas chaud pour la démocratisation. Et c'est là l'autre anecdote, la dernière que je vais vous raconter.
diplomate à l'ambassade, j'amène des journalistes belges à Kinshasa pour assister au discours du 24 avril 90. Donc, vous étiez là, pas le peuple. Oui, non, pardon, C'était à... Ah, c'est de lui. Et dès que le discours Comprenez-moi était- l'émotion, vous êtes là. nous étions là. J'étais Dès là que- aussi. Oui, dès que, Je le conduisais dans discours, ma délégation. dès que le discours est terminé, moi j'encadrais toujours les journalistes. Qui on voit qui court après nous? Le journaliste Nyangui Bego Oui. de la ORT, comment dire, OZRT. Il demande à, Je crois décédé déjà. oui, il est décédé. Il demande à Frédéric François, comment est-ce que... Qui est un journaliste belge. Oui. Comment est-ce que cette décision du président sera accueillie en Occident? Donc, au fond, le président a fait ça pour une consommation extérieure. Même si il était quand même décidé de céder à la pression générale, mais on sentait que il fallait faire taire la pression parce qu'on était en pleine crise, belgo-zaïroise. Oui. Et puis, on se rappelle... Donc, comme un bout de pleurs, là, c'était pas sincère. Non, il pleurait parce que il venait de se saborder. Oui. Quand il a déclaré que l'MPR cesse d'être parti-État, Il renie en fait son bébé. mais oui, tout à fait. Voilà. Et puis, il y a eu quelques délégations étrangères qui ont défilé chez nous, notamment James Baker, Oui. ancien secrétaire d'État américain, qui lui a dit, non, écoutez, nous n'avons pas oublié ce que vous avez fait pour l'Occident, mais il faut ouvrir votre régime. Donc le président a fait à contre-cœur. Mais là où je donnerais raison un peu à Patrick, c'est que le président avait vu juste en disant qu'il faut limiter le nombre de partis à 3. Il parlait de l'UDPS, de l'UMP et du parti soi-disant des nationalistes avec les Kamanda, tout ça. Les gens ont crié, non, Voilà. pourquoi il veut Il y a la limiter? limitation. Aujourd'hui, on en a 800. Oui. Je m'arrête là. Cornelis, la démocratisation. Oui, Baudouin, mais 800 partis politiques. C'est bien 800. 800, oui. Enregistré par le ministère de l'Intérieur. Ouais. 800 partis politiques, la démocratisation, 33 ans après, où en sommes-nous? Mais écoutez, mais aujourd'hui, quand nous disons que nous avons 800 partis politiques, mais nous sommes libres. Oui, non, c'est-à-dire que nous avons récolté ce que nous avons semé. Parce que le 24 avril, comme disait Baudouin, nous étions d'ailleurs là en Célé. Moi, je conduisais, comme j'étais chef de la rubrique politique de l'Agence congolaise de presse. Agence zaïroise de presse à l'époque. Oui, Agence Zaïre Presse Zaïre à Presse, l'époque. Je conduisais la délégation des journalistes de l'Agence Zaïre Presse. Et d'ailleurs, au-dessus de moi, il y avait aussi des journalistes parce que nous avions notre permanent de la présidence, Kalombo Lusambo, qui est décédé. Mais également, il y avait mon président délégué général Ladou Salakassa qui était dans la salle aussi. Mais moi, je faisais le travail, eux étaient un peu... Homonyme à vous? Homonyme, oui. Mais moi, je suis entré à l'agence Zaïre Presse avant lui. Hein. Oh, il venait de la RTNC, pas de souci. de l'OZRT. Alors, nous allons à la conférence le matin, à 10h. Il pleure devant nous, ainsi de suite. Mais il faut dire que auparavant, il y a eu beaucoup d'événements qui amènent à ce problème-là. Il y a tout le mur de Berlin qui tombe, ainsi de suite. Il y a la perestroïka. Donc, en fait, il y a beaucoup d'événements qui font que Mobutu est obligé de lâcher du lest. Il le fait le 24 avril 1990. Malheureusement pour lui, il n'est pas seul dans l'histoire. Il y a aussi de courtisans qui font du soufflet à l'oreille, ce qu'il faut aussi. Et donc le même jour, le 24 avril, dans l'après-midi, il y a une conférence de presse qui a lieu à la Pagode. À la Pagode qui est l'annexe de l'Ancélé. Et effectivement, ce n'était que pour les journalistes. Nous sommes là également. Et là, évidemment, il se rend compte qu'il faut limiter le multipartisme à 3. Et en ce moment-là, nous savons que c'est... Il avait déjà dit qu'il prenait congé du MPR. Et les gens avaient festoyé, ils avaient fait la fête, ainsi de suite.
Mais maintenant, quand tu vas réduire la démocratisation à 3, ça va créer un problème. Les gens disent, ah non, il n'est pas sincère, ah non, il réduit la liberté, chacun peut créer son parti, ainsi de suite. Parce qu'on avait soupçonné qu'il avait déjà en tête les deux partis frères d'un père. Voilà. C'est ça. Et donc, après, on dit tout ce que dit Mobutu est un mensonge. Et dans ce libertinage-là, nous sommes arrivés à 800 partis politiques, c'est normal, nous avons récolté ce que nous avons semé. Pasteur Bobo, aujourd'hui, combien de camps, il y a 800 partis politiques, mais combien de camps y a-t-il? Les gens ne sont pas sincères, c'est vraiment clair. Il y a 800 partis politiques, tendance à 2 camps, mais ce qui n'est pas aussi correct. On peut revenir à Mobutu, moi je suis d'accord qu'on puisse revenir à Mobutu, mais à condition qu'à Chevesere Mobutu n'a pas pu concrétiser, qu'on puisse déterminer clairement que si tu es du groupe A, Union sacrée, le Union sacrée, plus changer. Pas plus changer. Non. Si tu es de... La transhumance politique, c'est fini. Pendant 5 ans. C'est pas la dictature, ça. Là, le pays va se développer, clairement. Je vous laisse finir. Si tu es de l'autre partie là, des autres, au moins, ça peut se faire après les élections. Ceux qui gagnent, ils gouvernent, ils ont la majorité. Les autres dans l'opposition, mais pendant au moins, plus ou moins 5 ans à 30 ans, là, ça peut aller. Mais sinon, les gens font des... Tu es là-bas, tu changes, rien ne marchera. C'était ma deux camps. Je demande la parole parce qu'il y a quelques événements qui ont fait que le président Mobutu a fini par perdre la main. Il n'avait plus le contrôle de ce qu'il avait lancé comme processus. Il y a d'abord Tshisekedi, Ouamogomba. Voilà. Le 24... Un des initiateurs du fameux parti unique ou parti national qui était le MPR. Le 24 avril 90, à Prince-Sélé, nous recevons un message à Étienne Tshisekedi va recevoir la presse demain, le 25 avril 90, à Limité. Eh bien, j'ai conduit les journalistes. À Limité. À Limité. Le journaliste étranger. Belge. Oui. Et c'est là où j'ai dit que nos dirigeants politiques ont une mauvaise conception de la communication. C'est-à-dire qu'ils ne préparent pas. Il attend. Le journaliste, bon, installer et il commence à répondre aux questions. Il n'a aucun message. Pas une fiche, quelque chose de structuré. Je vous dis, je n'ai pas osé approcher le lieu parce que moi j'étais de l'ambassade. Tu sais qu'il était le diable entre guillemets. Là, on arrive à Limité. Le vieux était assis, entouré de vieux Mwakem et quelques autres. Alors, c'est Victor Rousseau de Marchés Tropicaux qui me pose la question. Il dit, Monsieur Tshisekedi, quelle sera votre politique économique si vous arrivez au pouvoir? Le vieux répond naïvement, nous n'avons pas encore abordé cette question. Il y a Yahou qui est aux États-Unis et il y a Omer Kamba qui est en Belgique. Quand ils seront de retour, nous allons voir la question. Il dit oui, mais même en quelques lignes, vous n'avez pas... Le journaliste insistait. Oui, il insiste. Et puis Tshisekedi dit, écoutez, notre politique se définit négativement. Nous ne sommes pas des voleurs. Et voilà. Les journalistes se regardent. Alors, on lui dit, mais maintenant, Mobutu a fait preuve de finesse. Est-ce que vous allez rentrer dans le gouvernement de transition qui sera formé? Et il dit non. Mais quoi, vous ne rentrez pas? Et il dit non, pas du tout. C'est l'UDPS qui doit former le gouvernement. Alors on lui demande, mais comment vous allez faire? Et il dit, circuler dans la rue, demander aux gens qui ils veulent à la tête du pays. Donc vous voulez des élections tout de suite? Non, pas du tout. Mais il faut demander aux gens. Alors, vous voyez, j'étais un peu triste de voir Mobutu ce jour-là donner à Tshisekedi, je dirais, une passe en or. Une passe en or. Mais il n'avait pas en face un homme d'État.
Et pire que ça, il dit Mobutu a perdu sa légitimité. Il doit partir. Voilà. S'il ne part pas, nous allons le chasser comme son ami Ceausescu. Ouais. Et c'était la fin. Et voilà. Mais là, au niveau de l'opinion, c'était un but. Il a marqué un but. Mais c'est ça le problème de la popularité. Là, il marque un but, un goal. On dit à la Zidane, à la... Excusez-moi, je n'avais pas fini mon développement. Pardon. Ça, c'est le premier handicap. Là, ça bouscule, un bras de La fer. popularité. Oui. Mais on n'a pas encore le pouvoir. Un bras de fer entre Mobutu et Tshisekedi. Et d'ailleurs, c'était la première fois. Tshisekedi a traité Mobutu de monstre humain. Et c'était la première fois qu'on tienne un langage pareil vis-à-vis de Mobutu. Outrage au chef de l'État. Au mois de mai 90, l'affaire Lubumbashi. Ah, Oui, le 11 et 12 mai. oui. Ah, il y a eu massacre Le massacre. d'étudiants au campus de Lubumbashi. Et la presse internationale, le soir de Bruxelles en tête, a fait tellement du boucan. Et ce boucan, ça pouvait se résumer comme suit. 1. On a tué des étudiants au campus de Lubumbashi. Une centaine d'étudiants décédés. Par des éléments de la garde présidentielle venus de Guadolité. Donc une enquête a été faite, Non, diligentée par je ne sais pas qui, mais la presse C'est la avait... presse. Qui diligente l'enquête. On a tué des étudiants. L'ordre a été donné par le président Mobutu. On ne voit pas les cadavres parce qu'on les a dissous dans... Acide sulfurique encore. acide sulfurique. Comme pour notre premier ministre. Et puis il n'y a pas de deuil parce que les parents ont été corrompus. Exactement. Non, je vous dis, c'est la plus grande manipulation que nous avons vécue. Et contrairement à ce qu'on croit, moi je crois que l'affaire Lubumbashi, c'était l'acte premier de la déstabilisation de notre pays. Merci pour toi. Cornelis, Non, quelques mots encore sur la démocratisation et ou la démocratie. Non, je n'ai rien à ajouter parce qu'il faut dire que dès que le président parle le 20 avril, il y a... Le 24 avril, Baudouin l'a dit, il y a eu plusieurs événements qui font que Mobutu perd le pouvoir. Mais il y a eu, avant le massacre de Lubumbashi, le 11 et le 12 mai, il y a eu un autre discours le 3 mai. Donc une semaine avant le massacre de Lubumbashi, massacre entre guillemets, il y a eu le discours du 3 mai au Parlement, devant Lunda Pouloulou qui venait d'être nommé, où Mobutu, Comme Premier ministre. Ouais. Où dans ce discours du 3 mai, où Mobutu va pratiquement essayer de reprendre le pouvoir qui essaie de lui échapper. Mais ça n'a pas marché parce que la population avait déjà sa liberté en main. Et d'ailleurs, après ce discours-là, il y a eu, ça c'est une petite historiette qui est quand même intéressante. Partagez ça avec nous. Oui, le bus qui ramène les députés dans leur commune. Et quand le bus arrive du côté de l'université pour déposer les députés qui habitaient dans les parages, le bus va être pris en otage par les étudiants. Et quelques députés vont être pris en otage, jetés dans la piscine du campus. Donc vous voyez un peu. Hein, il y avait de l'eau dans la piscine? Il y avait de l'eau, évidemment. Mais donc on voulait les noyer? Non, simplement faire... la liberté. Oui, la liberté. Un petit détail. Un petit détail, oui. Lorsque le président Mobutu, parce que le discours du 3 mai était en quelque sorte un discours de rectification. Oui, exact. Parce que le discours du 24 avril était trop abrupt. Oui. Et là, il fallait préciser les différentes étapes. Un peu les mesures d'application. Voilà. Oui, exact. Et les députés ont acclamé. Et ça a été en direct à la télé. Voilà. Les députés ont tellement acclamé et la population nerveuse parce que sa liberté qu'elle avait acquise le 24 avril commençait légèrement à lui échapper. On commençait à réduire sa liberté. La population s'est dit non. Nous sommes libres aujourd'hui, chacun peut créer son parti, ainsi de suite, et voilà. C'est un peu. Donc Mobutu essayant un peu de récupérer, et puis alors le coup de massue qui arrive avec le massacre créé par
la presse belge, parce qu'en fait le massacre n'a jamais eu lieu. Il y a eu des preuves, hein, et on remercie d'ailleurs notre ami Mutinga, Modeste Mutinga, qui a été le seul à mener les enquêtes, hein, après ce qui a été qualifié de massacre de Lubumbashi. Mutinga, journaliste, éditeur du Potentiel, est arrivé à Lubumbashi à enquêter. Une investigation digne de ce nom. C'était quand même le Potentiel, hein, qui était un journal de l'opposition. Il faut le souligner. Il mène l'enquête sur le terrain et il arrive à la conclusion selon laquelle un seul étudiant est mort. Ilumbe qui s'appelait. Et d'ailleurs, 2 ans plus tard, quand on va organiser les assises de la conférence nationale, la conférence nationale souveraine, qui était le peuple en conférence, qui était une conférence anti-Mobutu pur et dur, est arrivée à la même conclusion d'un seul décès. Et comment la conférence nationale arrive à cette conclusion? C'est que la conférence nationale a mis sur table 1 million de zaïrs à chaque parent qui avait perdu son enfant, qui viennent témoigner, et il y avait 1 million de zaïrs qui étaient sur la table pour les parents en question. Deux seuls parents se sont présentés et l'un des parents était un militaire, pour dire que mon fils était là, et ainsi de suite. On a mené les enquêtes. La conférence nationale, le peuple en conférence, a mené les enquêtes pour dire que, en fait, le fils du militaire en question était effectivement étudiant à Lubumbashi, mais il est mort aux cliniques Ngalima. Il y a des traces de mort, il est mort de maladie qui était antérieure au massacre de Lubumbashi. Et voilà. Et donc le militaire n'a pas pu avoir ces 60 millions parce que c'était un menteur. Oui. Merci beaucoup pour ce détail. C'est une anecdote très intéressante. C'est même plus qu'une anecdote puisque ça a été répertorié dans les annales. C'est-à-dire que, comme on voit, il y a eu 3 événements qui ont condamné le président Mobutu. 1, le massacre de Lubumbashi. 2, la rupture de la coopération belge avec notre pays. Et la Belgique a été suivie par les autres, de l'Union européenne, etc., etc. Même les États-Unis. Vous savez que j'étais surpris d'apprendre que depuis l'indépendance, c'est les États-Unis qui habillaient nos militaires de la tête aux pieds. Et il y avait chaque année un budget de 3 millions de dollars qu'on donnait à notre pays pour l'équipement des militaires. 3 millions de dollars seulement. Et puis, dernier élément, non, il y a eu Lubumbashi, oui, le bras de fer, ça, c'était la totale. Au final, il y a quand même de l'interférence étrangère dans... Mais avec la rupture de coopération, mais c'était une ingérence... C'était pour contrôler l'Afrique. La démocratie, c'est... Il est peut-être temps maintenant pour que cette génération puisse se prendre en main, se fixer ses règles, son autonomie, et peut-être commencer à travailler avec des résultats, des objectifs à vérifier, vérifiables. Les Mobutu commençaient à les gêner aussi. Mais Patrick, ça c'est l'idéal, que chaque pays d'Afrique ait son autonomie. Mais nous remarquons que jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée, Baudouin disait que nos militaires étaient habillés de la tête aux pieds par les Américains. Mais aujourd'hui, pas plus tard que la semaine qui vient de s'achever, notre ministre des Finances nous dit, Orbi et Tourbi, que c'est l'extérieur qui complète notre budget. Et alors? Nous ne sommes pas indépendants du tout, pas du tout. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de ce dimanche 30 avril. Je remercie Baudouin Ambaweti de CongoIndépendant.com ainsi que Cornelis Nlando, agence congolaise de presse, et également Onesha Africa Magazine, que je vous recommande vivement, et le pasteur Bobo Koyamba
de MPB TV. Un grand merci à l'équipe technique. Paix chez vous et un excellent week-end à tous. Merci.